Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire portant sur la gestion des urgences et de la continuité des opérations. Et en particulier, comment intégrer ce que l'on sait sur la santé mentale. Par exemple, comment soutenir une bonne santé mentale de nos employés dans un contexte de situation d'urgence, de catastrophe, de désastre, de cataclysme ou même de pandémie. On m'a demandé de livrer ce webinaire suite à ma double expertise dans le domaine de la santé mentale au travail et aussi dans la gestion des mesures et des interventions d'urgence. Pendant plusieurs années, j'ai eu l'opportunité d'être à la direction d'urgence et d'intervention d'urgence psychosociale pour le gouvernement fédéral. Je suis maintenant à mon propre compte comme consultant sur ces questions. Il est tout à fait normal que dans notre situation de pandémie, nous pensions comment maintenir et rétablir nos opérations d'affaires et donc aussi l'économie. Il est important de penser à l'aspect de santé psychologique ou mentale lorsqu'on planifie ce rétablissement. Après tout, comme dit bien le dicton, nulle santé sans une santé mentale. Vous savez déjà sans doute que le but de la planification et de la préparation des mesures d'urgence, c'est justement pour éviter que la catastrophe qui nous entoure impacte notre organisation et la santé physique et mentale de nos employés. Les organisations veulent pouvoir retourner à leurs opérations normales le plus tôt possible à la suite d'une catastrophe ou d'un désastre. Il est important d'intégrer ce qu'on sait déjà sur la préparation pour les mesures d'urgence et la continuité des opérations, avec ce qu'on sait maintenant au niveau de la santé et la sécurité psychologique au travail. Lors de cette formation que vous prenez aujourd'hui, on va parler donc de certains outils qui existent et qui sont disponibles à vous, que vous connaissez peut-être déjà, c'est-à-dire les normes qui existent au niveau des mesures d'urgence et la continuité des programmes et des opérations, ainsi que la santé et la sécurité psychologique au travail. Il y a deux normes qu'on va se référer durant la présentation. Cette présentation, elle est enregistrée, donc il n'y aura pas beaucoup d'interaction, évidemment, entre moi et vous. Cependant, je vais vous demander de faire des petites périodes de réflexion sur certaines questions pour pouvoir mieux intégrer, si vous voulez, l'apprentissage des concepts que nous allons couvrir aujourd'hui. Si vous voyez, si vous êtes en train de faire cette formation en petite équipe, il serait bon et utile pour vous d'avoir des discussions sur les questions que je vais vous poser durant les périodes de réflexion. Alors, regardons qu'est-ce que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous allons parler des répercussions possibles sur les urgences et les catastrophes, comme en particulier le COVID-19, et sur la santé mentale des travailleurs. Nous allons regarder les besoins de santé mentale des travailleurs pendant les urgences et les catastrophes, y compris les pandémies des maladies infectieuses. Nous allons aussi se pencher sur comment utiliser la norme nationale que j'ai mentionnée tantôt en milieu de travail pour incorporer la santé mentale dans les programmes de gestion d'urgence, dans les plans de continuité des opérations de votre organisation. Quels sont, selon vous, les effets possibles de vivre une situation d'urgence ou d'une catastrophe, en particulier la pandémie que nous vivons présentement? Certaines réponses possibles à cette question pourraient être, par exemple, des troubles mentaux qui peuvent émerger chez les gens autant pour la première fois qu'une exacerbation des conditions déjà existantes. Des troubles financiers et des stress accrus sur des ménages, l'endettement chez les familles
la perte de logement même à un certain degré. Des violences familiales et conjugales, alors que les gens vivent intensément dans la même bulle, dans la même maison, dans le même appartement, et qui exacerbent les tensions et les situations malsaines déjà préexistantes. La multiplicité des rôles et des inquiétudes qui perturbent le rendement pour ceux qui travaillent à distance, et l'isolement complet dans certains cas, et distanciation physique, donc isolement physique aussi, qui peuvent contribuer à des troubles d'humeur tels la dépression. Une absence de soutien personnel ou de médicaments, dans certains cas, peuvent même exacerber certaines conditions de santé physique et psychologique. Le cerveau. Il est important de comprendre certaines choses de base par rapport à nos réactions dans une situation d'urgence. C'est important de reconnaître que beaucoup de notre cerveau, beaucoup de la région de notre cerveau est occupée par la lobe frontale qui essentiellement nous permet d'être logique. C'est cette lobe qu'on utilise présentement pour se parler, pour partager des informations et apprendre. Mais il y a aussi d'autres régions du cerveau qui sont beaucoup plus primitives, si vous voulez, et instinctives. Et ces régions-là s'activent beaucoup lorsqu'on vit des situations angoissantes, où on se sent menacé. Peut-être pas nécessairement physiquement, mais menacé au niveau de notre sécurité. Sécurité physique, psychologique, sécurité familiale, sécurité financière. Alors, lorsqu'on vit un niveau de stress aigu, ou de stress moindre, mais sur une très longue période, il peut y avoir une activation de certaines régions du cerveau qui sont beaucoup plus instinctives, qui sont là pour notre préservation, pour notre survie. Fait qu'on sait que la réponse d'urgence et de survie chez nous prend la forme de comportement, en certains cas de panique. Et on a évidemment à l'extrême un comportement de fuir pour notre survie, de figer peut-être, pour mieux se cacher et se camoufler. Et, dans certains cas, combattre pour pouvoir se libérer d'un agresseur. Ces trois comportements d'urgence qui sont innés chez nous vont se manifester de différentes façons selon l'individu. Mais la région qu'on appelle l'amygdale et l'hippocampe, qui est dans le centre de notre cerveau, et qui se rattache directement au tronc cérébral, contrôle la création et le relâchement des hormones de stress dans notre système sanguin. Et cela vient perturber évidemment nos fonctions cérébrales supérieures, telles la logique, la résolution de problèmes, le dialogue et même l'écoute et la compréhension. Le fonctionnement cognitif que l'on utilise pour travailler, dans la plupart des cas, pour s'entendre entre nous, est amoindri durant une crise quelconque. Les hormones de stress telles que le cortisol et l'adrénaline nous gardent sur ce qu'on appelle le qui-vive, en mode d'urgence. Et ça réduit la capacité de dormir profondément et de façon à se rétablir avec un sommeil profond. Et ainsi recharger nos énergies, nos batteries, si vous voulez. L'anxiété est amplifiée, notre fonctionnement est impacté, on réagit promptement et moins sagement durant des périodes d'urgence. On fait peut-être des erreurs de jugement, on saute à des conclusions pour pouvoir agir rapidement. On peut sombrer dans l'abus de substances pour réduire et tenter de contrôler l'effet de ces hormones dans notre système. Et ainsi noyer nos craintes et nos échecs, ne plus penser pour un instant ou deux, et avoir un sentiment, même si c'est un sentiment fictif, de détente. Alors, les statistiques récentes semblent prouver justement ces hypothèses. Par exemple, 25% des Canadiens ont doublé leur consommation d'alcool depuis le début de la pandémie. Dans certains cas, il y a plus de 3 fois
le nombre de surdoses accidentelles et 35% de plus d'appels de crise liés à la violence conjugale. Nous entendons aussi dans les médias de situations extrêmes. Plus de noyades, plus d'accidents, plus de vitesse au volant, plus de cas d'ébriété au volant. Et donc, ça nous fait justement justifier ou appuyer ce qu'on vient de couvrir au niveau de comment notre cerveau peut contribuer à ces problèmes-là lorsqu'on vit dans une situation ou un état plus ou moins long de situations stressantes, soit intensives ou allongées sur une période donnée. Mais le stress n'est pas nécessairement directement lié à des troubles de comportement, des troubles de santé psychologique. Avec un certain défi qu'on se donne, avec un certain stress qui nous entoure, l'être humain peut augmenter son rendement. Et vous avez peut-être vécu ça dans les premières instances de la pandémie, ou peut-être même maintenant, où vous êtes peut-être adapté à cette situation beaucoup mieux qu'au départ. Et maintenant, vous pouvez performer pour votre travail, même à distance, dans des situations qui ont été recréées pour pouvoir remplir vos fonctions comme employé. Donc, le rendement optimal peut augmenter avec un surcroît de stress. Puis le stress, la définition scientifique, c'est la réaction du corps d'un organisme vivant, si vous voulez, à une demande qui est placée sur cet organisme vivant. Alors, chez l'être humain, on est souvent la cause de notre stress parce qu'on s'impose des changements, on s'impose des nouvelles situations, on cherche la stimulation, donc il est impossible de vivre sans stress. D'un autre côté, notre environnement humain et physique et social va aussi imposer des adaptations et des changements. Alors souvent, la source de stress est externe et souvent, la source de stress est interne. Il est donc important de tenter d'avoir un équilibre et de gérer nos stresseurs, à la fois internes et externes. Avec de l'information, de l'éducation que les organisations peuvent offrir à leurs employés et leurs gestionnaires, on peut mieux équilibrer les choses. Donc, matière à réflexion sur qu'est-ce qu'on vient de couvrir, quels sont les bienfaits d'intégrer les concepts de santé mentale à vos programmes de gestion d'urgence et de continuité des opérations. Je vous invite à avoir une discussion, soit silencieuse interne ou peut-être en petite équipe. On va faire une petite pause de quelques minutes pour ce faire. Les effets des urgences et des catastrophes. On ne parle pas seulement que des aspects nocifs de vivre une situation d'urgence ou une catastrophe. On peut aussi parler d'opportunités. D'ailleurs, dans certains langages écrits, le symbole ou le mot écrit pour crise, une crise quelconque, peut être aussi utilisé dans un contexte d'opportunité. Donc, c'est le même symbole, la même écriture pour le terme crise et opportunité. Plusieurs gens qui ont vécu des situations de crise en sont sortis plus résilients, plus connaissants, plus informés, plus prêts à vivre d'autres situations difficiles. Comme vous savez, vous avez même peut-être souligné plus tôt dans vos discussions, il y a des impacts sur la santé psychologique chez tous durant une situation comme une pandémie, y compris chez les travailleurs qui doivent
réagir à des situations de désastre et de catastrophe. Une méta-analyse des recherches dans ce domaine démontre à la fois des effets positifs et négatifs. Par exemple, un renforcement de conviction morale chez les gens, un rétablissement et un renforcissement de certaines valeurs, et aussi un accroissement de confiance en soi lorsqu'on a réussi à survivre une situation difficile. Il se peut aussi que les gens développent une meilleure appréciation de la vie, des soutiens qui entourent la personne, des ressources et même de sa communauté. D'un autre côté, il y a des effets négatifs qui sont tout à fait indiqués et répertoriés. Par exemple, le choc, un choc nerveux, qui essentiellement est un mécanisme de défense pour réduire l'intensité de façon temporaire d'un événement qui est choquant, si vous voulez, qui a un impact important sur nous. Un sentiment d'impuissance qui peut aussi être temporaire ou plus à long terme. Des inquiétudes qui ne sont pas nécessairement fondées. Et des inquiétudes qui sont évidemment bien fondées. La peur, et vivre une peur intense qui peut-être fige les gens, autant sur le plan mental que physique, ou qui les fait réagir avec de la colère pour pouvoir mieux se défendre. La culpabilité, parce que nous avons survécu et les autres n'ont pas pu survivre. La fatigue, un épuisement qui vient avec du fait, comme on a discuté tantôt, que dans une mer d'adrénaline et de cortisol, il est impossible pour le cerveau de se détendre complètement durant le sommeil ou durant la journée. Une détresse chez les premiers répondants et les soignants, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et le soutien des personnes. La santé et la sécurité psychologique au travail. La dépression, le stress post-traumatique et les troubles anxieux peuvent se manifester aussi, peut-être pas dans l'immédiat, mais au recouvrement ou à la fin de l'épisode en question. Un plan de réponse et de continuité devrait inclure quoi exactement quand on parle d'une pandémie? Il s'agit évidemment de penser à protéger la santé et la sécurité des travailleurs et des autres. Assurer la continuité des opérations, évidemment. Autant pour préserver la santé physique et mentale des employés et leur donner un sens de sécurité financière à long terme. Soutenir les travailleurs pour qu'ils puissent faire le travail essentiel et satisfaire aux besoins donc des actionnaires en toute sécurité et de façon saine. Minimiser le risque et les répercussions potentielles de l'infection sur les travailleurs et l'entreprise. Minimiser le risque et les répercussions potentielles sur les travailleurs et l'entreprise de la blessure physique et de la blessure psychologique venant des mesures d'urgence. Souvent, les mesures d'urgence peuvent aussi contribuer à des troubles de santé mentale. Nous allons pouvoir élaborer là-dessus un peu plus tard. Finalement, veiller à un retour aux conditions, au rétablissement de l'organisation et du travail. Et le faire en toute sécurité après la pandémie. Ou peut-être même durant la pandémie, lorsque les problèmes d'infection sont amoindris. Organiser le soutien psychologique après la pandémie, ou même peut-être pendant, pour les travailleurs et leurs personnes à charge, afin qu'ils puissent continuer à œuvrer le mieux qu'ils peuvent dans des situations difficiles. Nous allons voir maintenant les facteurs en milieu de travail, des facteurs d'ordre psychologique, si vous voulez, qui contribuent à la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail.
Nous allons regarder ces différents facteurs à la lumière des 4 étapes importantes au niveau des plans d'urgence, des mesures d'urgence et de continuité que vous allez trouver dans la norme nationale, le Z 1600, trait d'union 17, de la CSA. Alors, Canadian Standard Association, l'Association des normes canadiennes, a créé en 2017 une norme que vous connaissez peut-être déjà, qui explique et qui soutient les organisations au niveau des mesures d'urgence et de la continuité en cas d'urgence. Alors, vous voyez ici les 4 étapes qui sont suggérées dans cette norme. La prévention ou l'atténuation des impacts, la préparation, la réponse et la continuité et le rétablissement. Dans un premier temps, il est toujours mieux de prévenir, n'est-ce pas? Donc, la plupart des actions et des efforts seront posés dans une organisation pour prévenir ou atténuer l'impact des événements sur la santé et la sécurité des gens. Cela va occuper la majeure partie de la planification, évidemment. Cependant, on sait qu'il n'est pas toujours possible d'imaginer tous les scénarios possibles. Lorsqu'il faut répondre aux urgences, vous avez aussi des besoins qui sont au niveau de l'infrastructure et les ressources en place pour ce faire. Et donc, mettre ces choses en place avant la situation, évidemment, va faire en sorte que vous pouvez réagir plus rapidement et vous adapter à la situation qui peut aussi évoluer, comme on le voit dans cette pandémie. Il est important de reconnaître les signes et les symptômes de la maladie mentale, donc dans ce contexte de prévention. Il est important de trouver les ressources nécessaires et de donner certains conseils. Et comment donner ces conseils de façon efficace pour encourager les gens d'aller chercher le soutien nécessaire. Il est aussi utile de penser, de former les gens sur les réactions potentielles à des situations difficiles, comme des traumatismes, à l'effet cumulatif du stress sur leur santé physique et mentale, et former les gestionnaires et les superviseurs sur l'entre-gens, comment communiquer et écouter les employés, répondre à leurs soucis dans une situation qui exacerbe déjà l'anxiété et l'incertitude des gens. Aussi de pratiquer l'empathie et comment la communiquer. Il y a des outils qui existent à ce titre que vous pouvez avoir accès. L'Esprit au travail est une formation offerte par la Commission de la santé mentale. Il y a des gens qui peuvent être formés pour ensuite former le restant de votre équipe, de vos équipes et de votre personnel. L'Esprit au travail est à la fois un cours pour les employés de première ligne, ainsi qu'un cours spécialisé pour les superviseurs et les gestionnaires. À la commission, vous pouvez aussi trouver certains guides et certaines idées, comment améliorer votre préparation en ce qui concerne une situation qui aurait des impacts nocifs sur la santé psychologique des employés. Et vous pouvez aussi y trouver la norme sur la santé et la sécurité psychologique au travail, qui est tout à fait gratuite et que vous pouvez télécharger. Un autre cours qui se donne, qui est largement partagé à travers le pays, c'est les premiers soins en santé mentale. C'est un cours qui a été livré à plus de 700 000 Canadiens jusqu'à date. Et c'est souvent des milieux d'emploi, des milieux de travail, des organisations qui permettent à leurs employés, sur une base volontaire, à aller chercher un certificat, comme
intervenants de premiers soins en santé mentale. Ça augmente, si vous voulez, le soutien de pairs lors des incidents difficiles, des événements difficiles de la pandémie, par exemple. Dans l'esprit au travail, on y présente un outil qu'on appelle l'outil de continuum de la santé mentale, qui est basé sur un certain modèle maintenant, qui est largement accepté, qu'il y a ce qu'on appelle un déclin naturel au niveau de notre santé mentale qui peut se manifester lorsqu'on est dans des situations de stress aigu ou une cumulation de stress que l'on vit, à la fois à la maison, au travail et dans d'autres situations. Et ce que vous voyez ici présentement, c'est qu'on utilise, pour simplifier les choses, des couleurs. Ce qui fait que je vous invite présentement à faire une petite réflexion sur où vous vous trouvez au niveau de ce modèle de continuum. Est-ce que vous êtes dans le vert? Êtes-vous présentement en réaction? Ou peut-être blessé? Est-ce que vous rencontrez les symptômes importants d'une maladie mentale? Alors, le modèle nous permet justement de mieux se repérer au niveau de notre progression vers une maladie mentale ou notre progression vers un retour en santé mentale. Et c'est pour la raison que vous voyez une flèche qui va dans les deux sens. On peut se rétablir d'une situation difficile, on peut se rétablir d'une blessure psychologique si on a l'information nécessaire, si on a le soutien nécessaire. De même, pour une maladie mentale, on peut se rétablir, comme la plupart des gens le font, avec de l'aide médicale ou professionnelle. Ce qu'il est important, c'est de reconnaître certains signes chez les gens. Et il y a de la formation, justement, pour aider les gens à reconnaître eux-mêmes leurs signes pour pouvoir aller ensuite chercher l'aide nécessaire. Alors, nous évoluons tous sur cette échelle. Il est impossible de rester toujours dans le vert. Et dans une situation de pandémie, il serait normal qu'on se retrouve dans le jaune, si vous voulez, ou en mode de réaction, mode réactive, avec une nervosité un peu plus aiguë, peut-être certaines difficultés à dormir. Surtout au départ dans la situation, lorsqu'on fait face à l'inconnu. À mesure qu'on commence à mettre en place des mesures de protection, à mesure qu'on découvre des choses sur la situation et qu'on peut savoir comment mieux se protéger, on peut retourner vers le vert. Quelles autres ressources connaissez-vous dans votre communauté, dans votre province, au Canada ou ailleurs, sur l'Internet, que vous pourriez utiliser, qui serait utile justement à partager avec vos employés, avec vos collègues et même utiliser pour vous-même? Vous avez peut-être pensé à votre programme d'aide aux employés. Dans la plupart des organisations de moyenne et de grande taille à travers le pays, il y a des programmes d'aide aux employés. Les employés ont accès à un service professionnel confidentiel, souvent 24 heures sur 24, 365 jours par année, avec des gens qui peuvent aider si on est en crise ou bien si on veut établir une relation d'aide avec un professionnel sur une courte période. Le programme d'aide aux employés est généralement à courte durée, dans le but justement de réduire les problèmes ou de résoudre les problèmes. Et dans le cas, peut-être 15% des gens qui utilisent le programme d'aide aux employés sont référés à des ressources plus à long terme ou plus spécialisées. Mais dans la plupart des cas, les gens ont trouvé le service utile pour la résolution ou la réduction importante d'un problème de santé psychologique et peut-être à d'autres niveaux aussi. Donc, par exemple, gérer des conflits au travail, du counseling conjugal, familial, de l'information, se développer un plan d'attaque pour adresser des troubles financiers.
Se donner, former vos gestionnaires sur les aspects de protection psychologique, par exemple. Sur la norme, sur la santé et la sécurité psychologique peuvent aider aussi. Des bulletins ou de la correspondance quotidienne et hebdomadaire sur la situation pour informer vos employés, les garder informés sur les nouveaux développements, sur les mesures à prendre pour se protéger et aussi qu'est-ce que l'organisation planifie au niveau du retour au travail. De confronter les rumeurs et les théories de conspiration qui semblent circuler dans l'Internet et dans les réseaux sociaux avec de l'information scientifique et des informations fondées, bien fondées. Ça peut aider. Alors, ce ne sont que quelques choses qui peuvent aider dans ce contexte. L'étape de rétablissement. Alors, il y a des stratégies pour établir l'entreprise à un certain niveau de fonctionnement acceptable. C'est important d'établir des objectifs et des procédures de rétablissement. Il faut réfléchir, évidemment, sur les besoins des employés dans leur vie personnelle pour ce faire. Peut-être échelonner le retour au travail de façon graduelle. Parce qu'une adaptation va se faire lorsqu'on est en situation de travail à distance pour une longue période de temps. Veillez à avoir du matériel de protection, de l'équipement de protection personnelle pour tout le monde avant de procéder à un retour sur les lieux. Quelles vont être vos mesures pour désinfecter et transporter le matériel retournant sur les lieux de travail? Un suivi en amont et des méthodes saines et des bilans réguliers sur qu'est-ce que les employés font et devraient faire pour se protéger. Et aussi une réflexion sur les leçons apprises en révision de modifier peut-être vos politiques et vos procédures qui existent déjà au niveau de la continuité des opérations, mais aussi au niveau des réponses d'urgence. Santé et sécurité psychologique. Alors, on en a parlé de certains aspects, on a parlé de certains facteurs, puis on sait que la santé mentale est aussi importante que la santé psychologique. La santé physique est aussi importante que la santé physique, pardon. Et que lorsqu'on intègre les aspects de sécurité psychologique et de santé psychologique dans nos mesures d'urgence, dans nos réponses et nos plans d'urgence, on sait que ça va aider à réduire la confusion et assurer que vos plans sont efficaces. Nous allons encore voir cela selon les 4 stages de gestion des urgences, selon le Z1600. Vous voyez ici les facteurs que j'ai mentionnés tantôt, qui font partie des 13 facteurs qu'on reconnaît au niveau des facteurs de risques psychosociaux, les risques psychosociaux. Et quand on parle de ces facteurs-là, lorsqu'on a un facteur qu'on peut considérer positif et fort dans notre organisation, ça peut devenir un facteur protecteur contre d'autres facteurs sur lesquels on a peu de contrôle. Alors, il est important de regarder et de faire l'inventaire de ces facteurs dans notre milieu de travail. Des outils pour ce faire existent et sont inclus dans la norme sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Cette norme est aussi disponible au Bureau de normalisation du Québec. C'est dans un partenariat avec le groupe CSA que cette norme nationale a été créée. Alors, la norme sur la santé et la sécurité psychologique au travail présente un cadre qui nous permet de mesurer et d'agir pour améliorer les facteurs contribuant à des malaises et des problèmes de rendement. Ces facteurs deviennent encore plus importants à considérer dans une situation d'urgence. La norme est gratuite, comme j'ai dit tantôt. Vous pouvez la télécharger soit au BNQ ou au CSA. Vous pouvez aussi la télécharger gratuitement au site de la Commission de la santé mentale du Canada. Vous protégerez contre les effets néfastes sur votre organisation, y compris les aspects de protection contre des litiges si vous appliquez cette norme. Pour en savoir plus, la Commission a des documents disponibles sur l'évolution en ce qui concerne
les litiges légaux qui ont eu lieu suite à des incidents où les employés ont été impactés de façon psychologique sans avoir nécessairement une protection de la part de l'employeur. Alors, en adoptant la norme et en adaptant justement ces facteurs-là dans vos mesures d'urgence, il se peut que vous vous protégez encore plus de certains litiges potentiels. Un de ces facteurs, nous n'allons pas tous les regarder évidemment aujourd'hui, il y en a 13, mais certains sont particulièrement importants dans une situation d'urgence. Par exemple, le leadership et les attentes claires. Il est important de communiquer souvent, mais encore plus important aussi de communiquer de façon cohérente. Nous avons certains exemples à travers le monde, comment les informations ont confus les gens. Il est important que les leaders de l'organisation et, si possible, les leaders des communautés, des pays, des provinces, des villes, communiquent avec de l'information qui est cohérente et qui est en ligne avec la science. Il est important de reconnaître les sentiments, les peurs et les inquiétudes qui sont peut-être amplifiés durant la période. Il faut célébrer les réussites, récompenser et reconnaître la contribution des employés, sans pour autant exagérer leur contribution. Et communiquer à la fois sur les signes et les symptômes de l'infection, les mesures de santé et de sécurité qui sont en place, la chaîne de commande pour savoir comment aller chercher l'information nécessaire et le soutien nécessaire, les mesures d'adaptation pour les travailleurs à risque, les attentes visant à se conformer aux droits et aux lignes directrices. Donc, il se peut qu'on se doit d'être très ferme en ce qui concerne les protocoles et le fait qu'on s'attend que les employés suivent les lignes directrices. Les ressources qui sont à la disposition des employés, peut-être même de leur famille durant la période, et les sources d'information, où aller les chercher, les rendre plus facilement disponibles si possible. Évidemment, les autres facteurs sont aussi importants, mais celui-ci en particulier. La protection et la sécurité physique est très importante, mais pas seulement pour la sécurité physique, il y a aussi la sécurité psychologique. Quels risques psychosociaux découlent directement des risques à la santé physique, selon vous? Maintenant, si on applique cette question-là maintenant dans un cadre de pandémie, comment importants sont ces aspects ou ces risques psychosociaux liés à la sécurité physique? Lors d'une pandémie, on sait que les craintes de toutes sortes sont augmentées. Les premiers répondants en particulier sont plus à risque dans une pandémie, on le sait bien selon les études. Les services essentiels, par exemple, le sont aussi. Les employés de la santé sont encore plus impactés de façon négative par leur travail et l'accès qu'ils ont justement aux gens qui sont infectés. L'absence d'équipement de protection, évidemment, va contribuer énormément à des lésions physiques et psychologiques chez les gens. Il est important donc de bien se préparer, de bien se préparer avec l'équipement nécessaire, avec la formation nécessaire, si possible à l'avance, mais dans un cadre de pandémie qui s'étend et s'échelonne sur plusieurs mois, et possiblement même années, on peut aller chercher l'information maintenant. La protection de la sécurité physique. Comme on parlait tantôt, elle est très importante, puis il y a des effets qui sont évidemment directement liés à la sécurité psychologique lorsque les gens se sentent à risque pour de blessures physiques. Si on utilise l'hiérarchie des besoins comme modèle, on peut voir qu'il va être important de jumeler les mesures de protection au niveau de risque. Alors, si le risque est très élevé, les mesures et les protocoles de contrôle vont être aussi de plus importants.
à partager et à insister que les gens suivent ces procédures. Selon les hiérarchies de gestion de risque, vous savez peut-être déjà qu'on commence toujours avec le concept de pouvoir éliminer le risque. Et si on ne peut pas éliminer le risque, on essaie de contrôler l'accès à une situation dans laquelle il y a un facteur de risque. Troisièmement, on tente de créer une substitution de situation pour amoindrir le risque grave et le rendre moins fréquent. En quatrième lieu, on pense à changer des changements au niveau de l'organisation du travail et peut-être même des processus afin de réduire le risque ou d'étendre le risque sur une plus grande échelle. Finalement, modifier les procédures et les pratiques pour augmenter la sécurité des gens. Ensuite, viser le contrôle administratif et la formation nécessaire pour que les gens puissent mieux se protéger dans des situations où l'organisation ne peut pas contrôler tous les facteurs. On a parlé d'équipement de personnel de protection ou d'équipement de protection personnelle, les PPE en anglais, comme on dit. Alors, ces outils sont très utiles, évidemment, et qu'on en a en nombre suffisant. Et finalement, les plans d'urgence et de réponse d'urgence lorsque la situation est moins contrôlable. On suit cette hiérarchie-là en ce qui concerne la sécurité psychologique autant que la sécurité physique. Une des choses qu'on peut considérer dans une organisation, ça peut être, par exemple, restreindre le déplacement, comme un protocole ou une mesure pour réduire le risque. Surtout le déplacement d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à distance versus qu'est-ce qu'on doit faire en personne? Conseil de distanciation physique qu'on va imposer dans le milieu de travail et au retour graduel au milieu de travail. Le transport des choses, comment les désinfecter, quels sont les moyens de protection qu'on peut prendre lorsqu'on doit transporter des biens dont les surfaces peuvent être contaminées. Procédures de confinement et des procédures de sécurité qui vont devoir être mises en place pour protéger les gens qu'on va peut-être identifier à plus grand risque de contamination. Aussi, pouvoir évaluer, donner l'information nécessaire pour que les gens puissent savoir l'importance d'aller se faire tester pour savoir s'ils ont été contaminés, s'ils sont dans une situation même asymptomatique, de pouvoir faire la propagation du virus dans leur milieu familial et de travail. Et finalement, des conseils sur le télétravail afin de rendre le télétravail sécuritaire pour les gens. Donc, sur le plan psychologique, la protection des travailleurs à risque devient importante. Pour ceux qui vivent avec des troubles anxieux ou d'humeur, il y a des ressources disponibles que ces gens-là peuvent utiliser et on peut les référer à ces ressources. Il y a du video counseling qui est probablement disponible si vous avez un programme d'aide aux employés ou au moindre de façon téléphonique. On peut encourager les gens à aller chercher le soutien professionnel nécessaire. On peut former des gens dans notre entreprise, comme on a vu auparavant, en les formant avec les premiers soins en santé mentale. On peut aussi faire de la formation de nos gestionnaires au niveau et nos employés aussi, pour avoir un soutien de pair qui peut exister en ce qui concerne la résilience au stress. Et dans ce cas-là, on parle plutôt du cours « L'esprit au travail ». Il est important aussi d'être ouvert et de considérer des accommodements
durant la période difficile, la période de pandémie, pour ceux justement qui manifestent des symptômes de troubles de santé mentale. Les solutions peuvent être beaucoup plus faciles qu'on pense comme accommodement. Par exemple, un employé qui est facilement distrait et qui l'est encore plus durant une situation anxieuse comme une pandémie, va probablement profiter d'un casque d'écoute pour justement se concentrer mieux sur son travail et être moins interrompu, surtout lorsqu'il travaille à la maison, par exemple, et dans une situation familiale où il y a beaucoup de demandes qui sont imposées sur l'employé. On sait qu'il y a des gens qui ont travaillé de la maison avec une multiplicité de rôles et de responsabilités, avec les enfants, avec peut-être des personnes âgées qui vivent sous le même toit. Alors, il est important de pouvoir s'isoler, si vous voulez, des bruits entourant la personne durant sa journée de travail, afin de ne pas déclencher, si vous voulez, une réaction ou un retour à des troubles de santé mentale. Il se peut aussi que certaines ressources soient offertes à la personne directement. Certaines personnes qui ont déjà peut-être un trouble existant, comme des troubles obsessifs-compulsifs, vont dans une situation semblable, possiblement vivre une exacerbation de ces symptômes. Et on sait que les gens, en général, vont avoir, sous un effet d'anxiété, des expériences sensorielles qui sont plus intenses. Ils vont peut-être surestimer la menace lorsque la logique nous dit le contraire. Les mesures que les gens vont prendre pour se protéger vont peut-être être exagérées et créer par eux-mêmes certains problèmes. Donc, on sait, par exemple, que, c'est juste un exemple, une personne qui se lave les mains de façon répétée trop souvent va peut-être vivre la peau gercée, une dermatite, peut-être même se créer des infections au niveau des mains. Alors, ce qu'on cherche par cette procédure de protection peut même mener à des troubles et des risques. Donc, il est important de rassurer les gens, de communiquer, de donner les informations nécessaires et d'être soucieux de tout signe où que l'employé, même à distance, vit des troubles d'adaptation à la situation et offrir notre soutien organisationnel pour aller chercher les ressources nécessaires, l'information nécessaire pour les aider. Certaines organisations ont mis l'accent et peuvent profiter de mettre l'accent sur le self-care, qui est un terme maintenant en français international, le soin à soi, par exemple. Et certaines organisations ont même un coordonnateur qui est formé sur le self-care et qui peut éduquer les gens sur certains outils, certaines pratiques qui peuvent intégrer à leur travail, même à distance, pour mieux gérer le stress qui les entoure, le stress de la pandémie. On peut rendre l'accès aux services plus facile, comme par exemple s'assurer que votre programme d'aide aux employés offre du soutien virtuel. On peut offrir aussi des ressources, diriger la personne vers des conseils ou des soins spirituels, surtout dans un contexte de deuil qui a augmenté beaucoup durant la pandémie chez certaines personnes, évidemment. Et puis, encourager le soutien de pairs en partageant de l'information, en partageant des solutions dans des équipes sur comment mieux gérer le stress. En fin de compte, des secouristes en santé mentale formés par les premiers soins en santé mentale peuvent aussi être une mesure que vous pouvez mettre en place. Et finalement, former vos gestionnaires sur la communication interpersonnelle et l'écoute empathique, qui n'est pas tout à fait facile si le gestionnaire, le superviseur lui-même vit une augmentation d'anxiété et de stress dû à la pandémie. Alors, savoir comment gérer son stress devient important pour ces gestionnaires et superviseurs-là, car ils doivent modeler, si vous voulez,
le comportement et partager leurs propres solutions à gérer leur stress avec les employés. Il y a beaucoup de sites web maintenant qui offrent du counseling gratuitement. Vous voyez ici, par exemple, l'espace Mieux-être Canada. Vous pouvez avoir accès à ça. Il y a un partage de différentes idées sur le self-care, justement. C'est comment prendre soin de soi-même ou aller chercher le soutien professionnel d'urgence s'il y a lieu. Qu'est-ce qu'un bilan de un incident traumatique ou un incident critique? Peut avoir des séquelles importantes sur la santé mentale des gens. Voir quelqu'un mourir d'une attaque de cœur dans le milieu du travail, par exemple, un accident mortel, savoir que notre équipe va être réduite, on va perdre peut-être notre emploi. Ce sont tous des incidents qui viennent troubler les gens et ça peut mener à certaines formes d'adaptation, de mésadaptation chez l'individu. Il est important de permettre aux gens de faire une dissociation qui est beaucoup plus naturelle et sécuritaire, pardon. Donc, on parle de dissociation. Pas une dissociation néfaste, mais beaucoup plus une dissociation qui peut éloigner la personne de l'intensité de la situation. Par exemple, même physiquement, dans un milieu de travail, amener l'employé dans un lieu plus sécuritaire et silencieux dans lequel on peut avoir une conversation. Permettre à l'individu de ventiler, de raconter ce qu'il vit présentement. Beaucoup plus ce qu'il vit présentement au niveau de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs sentiments physiologiques que ce qu'ils ont vu. La raison pour ça, c'est que exiger que la personne nous raconte détail par détail ce qu'ils ont vu, dont ils ont été témoins, peut les retraumatiser. Alors, il est important plutôt de juste les permettre de ventiler s'ils veulent raconter la situation et de les aider à normaliser leurs réactions intensives qu'ils vivent présentement. Pas tous les gens vont avoir une situation où ils vont manifester des séquelles psychologiques dans les médias. Ça peut être aussi beaucoup plus tard que ça se manifeste. Il est important de donner des ressources aux gens, des numéros de téléphone ou peut-être même faire venir un conseiller spécialisé dans le domaine pour venir parler aux employés. Dans une situation de distanciation et de travail, de télétravail, on peut avoir une session virtuelle avec un conseiller. Une des techniques efficaces sur place, c'est la respiration profonde. Alors, elle est utile pour le gestionnaire, le superviseur ou le collègue qui veut appuyer la personne. Il est important de prendre une grande respiration pour pouvoir mieux contenir son anxiété avant d'entamer une conversation avec quelqu'un qui nécessite un soutien psychologique. Il est important aussi d'aider la personne à prendre une respiration profonde en guidant la personne, en leur disant, regarde, on va respirer ensemble. Encore une grande respiration, ça va t'aider à te contenir, à pouvoir te rétablir. Il y a aussi une technique qu'on appelle la pause. C'est une technique qui a été développée par les gens, des premiers répondants et des gens qui travaillent dans les urgences hospitalières. La pause, c'est une période de 40 à 60 secondes que les gens font en équipe suite à une mauvaise nouvelle et qui les permet un moment de silence pour honorer la personne qui a été impactée, peut-être même qui est décédée suite à un événement, un accident. Et ça permet la transition vers le retour au travail de ces gens-là. Donc, c'est peut-être pas nécessairement la technique à utiliser dans un milieu qui n'est pas qui n'est pas un milieu de répondants de première ligne, mais c'est une technique
qui peut être enseigné aussi, et qui fait partie de la formation de l'esprit au travail pour les gestionnaires, où on aide les gens à comment communiquer dans ces situations-là, comment faire un débriefage à faible impact. Donc, un débriefage, c'est-à-dire de permettre aux gens de parler de l'événement sans pour autant partager les détails troublants de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont vécu. Finalement, accès au débriefing professionnel, comme j'ai dit tantôt, qui peut se faire maintenant de façon virtuelle avec des petites équipes qui travaillent à distance. La norme sur la santé et la sécurité psychologique, justement, a une clause qui se penche sur les mesures de réponse suite à des événements traumatiques. Alors, vous pouvez aussi utiliser la norme pour vous guider dans comment intégrer ces aspects-là à vos mesures d'urgence, à vos réponses d'urgence. Finalement, quelques points sur la protection psychologique en général. La stigmatisation sociale et la xénophobie peut se manifester. Certaines études sur des pandémies et des épidémies dans certains pays ont justement vu qu'il y a une augmentation de violence verbale et physique dans une situation où les gens peuvent blâmer un certain groupe, une certaine race pour un problème. On l'a vu dans certains pays où on a blâmé, par exemple, la Chine pour le virus et on a vu une augmentation d'actes de violence envers des gens de descendance asiatique, en particulier chinoise. Donc, il faut faire attention à ce qu'on promue dans un milieu de travail. La communication, utiliser les bons termes scientifiques, détacher de tout préjugé et de tout blâme est super important dans ce contexte. Donc, l'éducation, normaliser nos craintes devient encore plus importante justement pour prévenir l'harcèlement et la violence qui peut se manifester dans un milieu de travail où il y a beaucoup de diversité raciale, surtout dans le contexte de la pandémie présente. Il est important de bien communiquer les politiques et les procédures justement pour prévenir ces actes de violence et de harcèlement qui peut découler justement de la mésinformation qui a lieu sur le virus. Comment soutenir vos travailleurs? Il est important de bien définir le travail essentiel et ce qui peut être reporté. La raison pour se dire, c'est que dans une situation d'urgence, on ne peut pas s'attendre que les gens vont performer au même niveau. Il est important de prioriser qu'est-ce qui doit se faire absolument versus qu'est-ce qu'on peut reporter à plus tard. Lorsqu'on a la chance d'imposer puis d'importer tous les protocoles et les politiques qu'on a mis en place pour les urgences. Dans un premier temps, il va être difficile, il va y avoir une période d'adaptation. Et dans cette période-là, les gens vont avoir des difficultés au niveau du rendement. Il faut s'attendre à ça. Pas tout le monde va avoir les mêmes problèmes. Il y a des employés qui, justement, sous un stress un peu plus aigu, vont surperformer. Et ils vont pouvoir soutenir l'équipe dans le sens que certaines autres personnes dans l'équipe vont souffrir au niveau de leur rendement. Alors, il est important de reconnaître que pas tout le monde part sur la même ligne de départ quand ça vient à gérer leur stress dans la situation d'un désastre, d'une catastrophe ou d'une urgence quelconque. Il va être important donc de rétablir ou de repartir le travail pour justement équilibrer les charges de travail. Peut-être et faire attention de ne pas surutiliser les gens qui performent mieux afin de les brûler, de les épuiser, eux, durant cette période. C'est important de se concentrer sur les résultats, d'éviter le blâme, et non nécessairement sur le temps qu'on passe au travail. Définir le travail qui est flexible, la flexibilité des heures, qui permet aux gens justement de travailler lorsque, par exemple, les enfants sont couchés, lorsqu'on a des jeunes enfants à la maison. Peut-être que le travail qui exige une concentration de longue durée, sans interruption, ça va se faire mieux quand les bébés sont couchés, n'est-ce pas? Ou peut-être même tard dans la journée.
Donc, s'attendre à ce qu'il y ait de la flexibilité comme accommodement aux situations que les gens vivent à distance. Il se peut aussi qu'on offre de la flexibilité au niveau des heures de travail lorsqu'on retourne au bureau. Pourquoi? Est-ce que les services publics de transport vont être capables d'accommoder tout le monde qui retourne au travail? Avec les distanciations physiques peut-être imposées sur les moyens de transport, il sera peut-être impossible de s'attendre que tout le monde se présente entre 8 heures et 9 heures le matin. Peut-être échelonné de façon à travers plusieurs heures de la journée afin de permettre aux gens de commencer plus tard et de finir plus tard, par exemple, même lorsqu'on retourne au milieu de travail. Encourager les petites équipes à travailler sur des projets afin de briser l'isolement, justement, physique et l'isolement social que les gens peuvent vivre durant la pandémie. Fournir l'éducation et la formation et les outils nécessaires pour aider à gérer son stress durant cette période. Réduire la stigmatisation au niveau de la santé mentale autant que possible durant cette période. Et de partager des histoires de succès au niveau des stratégies d'adaptation que les gens peuvent partager en équipe. Il y a des sessions sur le self-care virtuel qui peuvent être aussi présentées par des gens qui travaillent pour votre programme d'aide aux employés. C'est important, par exemple, ces conseillers-là, l'aide virtuelle, va souligner l'importance de prendre des pauses durant la journée, de bouger plus lorsqu'on travaille devant son ordi. Il est important de prendre plusieurs pauses, de bouger, de même essayer de travailler debout autant que possible. Alterner des corps de travail, comme on a dit tantôt, pour permettre aux gens justement de prendre des congés, des vacances, de travailler selon les heures qui les rend plus productifs. Encourager l'utilisation des avantages sociaux existants pour soutenir le bien-être. Par exemple, votre régime de congé de maladie, s'il est très limité, les gens vont se présenter au travail même malades pour des raisons financières et économiques. Alors, il est important de s'assurer qu'ils connaissent bien les avantages sociaux et peut-être les modifier de façon temporaire durant la pandémie pour justement encourager que les gens qui se sentent malades restent à la maison. Établir un espace sécuritaire pour le dialogue sur les difficultés et les besoins. Cet espace-là n'est pas nécessairement physique, ça peut être aussi virtuel. Un espace où on permet le dialogue. Donc, en petite équipe, avec les superviseurs, faire le tour de comment ça va, comment vous êtes adapté, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution, est-ce qu'il y a encore des défis, comment est-ce que je peux aider avec ces défis-là. C'est essentiellement ce qu'un leader d'équipe, un chef d'équipe peut faire durant la pandémie. De bien écouter les gens, de considérer leurs demandes d'accommodement, des accommodements qui sont informels, qui sont liés à la pandémie, pas des accommodements qui sont liés à un problème médical, par exemple. Établir un lien entre les travailleurs de soutien de santé mentale pour eux et leur famille. Donc, s'assurer que ces gens-là sont en contact avec leur famille, même s'ils sont à distance, qui sont, par exemple, mobilisés à intervenir ou en voyage d'affaires, n'est-ce pas? Et s'assurer que la famille peut recevoir certaines ressources aussi, parce que le travailleur va être importuné par des soucis si la santé mentale et physique de leur famille est souffrante durant la période. Matière à réflexion, quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise dans ce webinaire aujourd'hui? Et je vous encourage à trouver une mesure à prendre cette semaine pour aller de l'avant dans l'intégration de la santé et de la sécurité psychologique à vos plans qui existent présentement au niveau de la gestion des urgences et de la continuité des opérations. Que pouvez-vous ajouter, modifier, qui va vous rendre encore plus utile au niveau de la prévention et l'atténuation des impacts psychologiques suite à la situation que l'on vit présentement?
Je vous remercie pour avoir pris le temps pour m'écouter, malgré mes difficultés techniques. Et le fait que c'est enregistré, c'est pas toujours facile. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Pour en savoir plus sur tous les outils que j'ai mentionnés, vous pouvez visiter la commission santémentale.ca. Vous pouvez aussi me consulter, si vous voulez, à consultationinc@gmail.com, si vous êtes intéressé à recevoir plus de formation. Et sinon, n'hésitez pas de consulter aussi le Bureau de normalisation du Québec et le Canadian Standard Association pour télécharger et aller visiter les normes que l'on a mentionnées aujourd'hui au niveau de la Z 1600, trait d'union 17, ou la Z 1003, trait d'union 13. Ces deux normes-là sont particulièrement utiles lorsqu'on peut intégrer certains concepts de santé et de sécurité psychosociale à nos plans d'urgence et à nos mesures d'urgence en situation de désastre et dans cette situation présente de pandémie. Je vous souhaite bonne chance dans le recouvrement et le rétablissement de votre organisation et du travail dans les mois à venir. Et comme vous, je vais prendre toutes les mesures nécessaires pour me protéger, moi et ma famille. Bonne journée.